Bonjour. Bienvenue et merci de te joindre à nous aujourd'hui. Donc Philippe, tu es ingénieur centralien, aujourd'hui directeur général à l'AREP, l'Agence d'architecture pluridisciplinaire. Tu as travaillé en France et à l'international dans différents secteurs industriels comme en tant qu'ingénieur conseil, chef de projet ou à des postes de direction. Et tu es également co-auteur de l'ouvrage Quel futur pour les métaux et de l'âge des low-tech vers une civilisation techniquement soutenable, paru en 2014 aux éditions Seuil. Et c'est justement le thème des low-tech dont je te laisse parler pendant 30 minutes. Oui, merci beaucoup Mathilde. Déjà hier, je me disais, mais oh là 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 là, j'ai une intervention demain au Fashion Green Days, mais qu'est-ce que je vais bien pouvoir leur raconter? Et là, en plongeant sur la table ronde, en arrivant et en voyant en plus les questions dans le fil sur les imprimantes qui impriment sur le feutre ou pas, j'ai vraiment très très peur d'être tout à fait hors sujet, ce qui est assez, euh, assez rigolo en termes de sensations, mais on va dire qu'on va y aller. Alors, ok, du coup, donc l'âge des low-tech, effectivement. Donc moi, je suis ingénieur. Aujourd'hui, je travaille dans une boîte d'architecture, d'ingénierie, d'urbanisme, donc vraiment pas grand-chose à voir avec le secteur du textile, que je connais pas énormément par ailleurs. Mais je vais essayer de vous parler en fait de tout l'intérêt de l'approche low-tech quand même. Alors low-tech, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, c'est un peu l'inverse des high-tech. Les hautes technologies, dont vous avez dû entendre parler un petit peu cet après-midi ou d'autres jours. Donc, c'est pas le retour à l'âge des cavernes, hein, parce que sinon, je serais encore plus hors sujet si on devait tous s'habiller avec des peaux de bêtes et revenir dans des grottes. Là, il y aurait vraiment plus du tout de textile et de confection. En fait, les low-tech, ça part d'une inquiétude liée aux promesses technologiques, on pourrait dire à l'inflation technologique de nos sociétés, de nos modes de production et de consommation. Bon, bien sûr, tout ça, c'est digitalisé, c'est numérisé, et avec on va dire à la fois toutes les conséquences sociales de transformation, voilà, des relations humaines et des relations économiques, et aussi avec tous ces avantages, il faut bien le reconnaître, en termes de capacité à produire, de qualité, de service, etc. Et d'avoir tout à portée de clic, si je puis dire. Bon, avec donc un mélange, comme toujours, de choses très très bien et moins bien, mais finalement, quand on se retrouve avec ce mur de limites planétaires sur la question évidemment de climat, de biodiversité, de consommation de ressources, etc., eh bien, on a plutôt tendance, comme on a 2 siècles ou 3 siècles d'histoire de technologie tout à fait fulgurante, et que ça a plutôt eu tendance, semblerait-il, à s'accélérer ces dernières décennies, on a tendance à compter sur le génie humain, qui est tout à fait impressionnant, effectivement, et nos capacités de recherche et développement. Et puis à dire, bah, finalement, on va trouver des solutions, on a des solutions, alors des solutions dans le domaine énergétique, des solutions dans le domaine des matériaux, pour se passer peut-être de certains matériaux polluants ou autres, revenir peut-être et inventer des nouveaux matériaux hybrides ou des biomatériaux. Ça peut être demain, je ne sais pas, de faire des avions qui volent à l'hydrogène et des voitures volantes, etc., etc. Donc on est dans cette logique vraiment toujours de dire on a des solutions, on va trouver les solutions, on va mettre en œuvre les solutions technologiques, plutôt high-tech. Et en fait, ce que j'appelle moi ce technosolutionnisme, eh ben, il porte en lui des gros nuages gris ou des difficultés. En particulier, il y en a trois. La première, c'est que ça consomme de plus en plus de ressources. En fait, on n'est pas dans un monde qui se dématérialise. Ça, c'est un peu la légende des cours d'économie du lycée, quoi, de dire on passe de l'agriculture à l'industrie et puis de l'industrie au service. Et du coup, on consomme de moins en moins enfin, on a une part du PIB qui est de plus en plus importante dans les services. Oui, mais les services, en fait, ça consomme aussi des ressources. Et en réalité, notre monde n'a jamais été aussi matériel, et on n'a jamais consommé autant de ressources, hein. Aujourd'hui, enfin, depuis 50 ans, on a multiplié par 3 la quantité de ressources, et on pense qu'elle va encore se multiplier par 2 dans les 30 ans qui viennent. C'est aujourd'hui plus de 90 milliards de tonnes. Ça veut dire que chacun consomme 10 tonnes, un peu plus de 10 tonnes chaque terrien par an. Évidemment, tout ça est mal réparti, et c'est un petit peu plus dans les pays du Nord. Donc voilà, il y a ce qu'on appelle cet extractivisme. On continue à extraire des choses, alors, y compris dans le domaine textile, hein, pour faire des colorants, voilà, c'est de la chimie, pour extraire des ressources fossiles pour les fibres synthétiques, etc., hein. Aucun secteur échappe à ça.
Euh, Ensuite, il y a donc une question, donc cette question des ressources. La deuxième question, c'est que finalement, les technologies, souvent, en fait, on a l'impression qu'on apporte des solutions, mais pour les mettre en œuvre, eh bien, peut-être on va aller salir ailleurs ou avoir des coûts environnementaux en face des bénéfices escomptés. Alors, je ne sais pas, par exemple, on pourrait dire c'est super, on va faire de l'industrie 4.0 avec des machines de plus en plus efficaces, des smart cities, des villes qui seront optimisées, leur consommation d'énergie et autres. Mais bon, pour faire ça, on commence par installer un réseau télécom de cinquième génération qui s'empile sur les autres et qui va consommer plus. Donc on commence par avoir des coûts en plus avant de voir le moindre bénéfice. Donc ça, c'est un peu embêtant aussi. Et puis le troisième élément, c'est ce qu'on appelle l'effet rebond. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de ça, mais voilà, c'est le fait que finalement, quand on fait de l'efficacité, on a des produits qui vont consommer moins de ressources, moins d'énergie, moins de matière ou moins de gâchis de matière. Eh bien, en fait, du coup, ces produits potentiellement, ils sont moins chers aussi, ou ces services. Et puis, si c'est moins cher, eh bien, ça risque de provoquer de la demande en plus. En fait, l'offre va provoquer de la demande, et ça, c'est toute la trajectoire technologique de l'humanité depuis au moins 2 siècles. Eh bien, ça a commencé avec les machines à vapeur qui étaient de plus en plus efficaces, qui consommaient de moins en moins de charbon pour produire la même quantité de travail, qui remplaçait du travail humain. Et bien, quand vous consommez moins de charbon, eh bien, du coup, la machine à vapeur était moins chère à utiliser et elle s'est répandue de plus en plus dans les manufactures, les usines du 19e siècle. Voilà, c'était ce qu'on appelait l'effet rebond. Ça a été inventé ou déterminé par un économiste qui s'appelle Stanley Jevons des années 1860. Et aujourd'hui, ça marche encore comme ça. On a des voitures de plus en plus efficaces, mais elles consomment plus parce qu'elles sont plus lourdes, elles sont plus performantes. On installe des nouvelles lignes de TGV, mais ça vide pas les aéroports, ça fait des transports en plus, des gens qui se déplacent plus. Ça marche aussi comme ça pour le covoiturage de longue distance. Enfin, il y a plein de choses comme ça. Et bon, j'imagine que dans le domaine textile, c'est un petit peu ça aussi. Finalement, si les produits sont moins chers, souvent on en achète plus et ça a permis aussi sans doute un peu la fast fashion et quelques effets comme ça voilà, on n'a sans doute jamais, si on comptait en nombre de mètres carrés, je ne sais pas, de tissus ou autre, on n'a sans doute jamais autant consommé, évidemment, dans les pays, dans les pays qui peuvent se le permettre, en tout cas d'un point de vue économique. Alors du coup, voilà, face à finalement ces miracles technologiques possibles, de dire, oh là là, attention, voilà, j'ai convoqué un peu, alors j'ai pas inventé, hein, ça existait déjà, ces histoires-là, on peut même remonter dans les années 60-70 avec des gens comme Ivan Illich, comme Ernst Friedrich Schumacher, Lewis Mumford, voilà, qui étaient sur des questions finalement d'avoir des techniques plus simples, robustes. Schumacher parlait de techniques appropriées, intermediate technologies en anglais. Voilà, c'était de dire c'était ni high-tech ni low-tech. Hein, c'était des moments dans les années 60-70 qui suivaient la décolonisation, et donc il y avait l'aide au développement, et puis on installait des usines hyper high-tech dans les pays du Sud, et puis quelques années après, elles tombaient un petit peu en capilotade pour manque de maintenance, et donc voilà, il y a des économistes qui avaient dit, ben non, il ne faut pas leur envoyer des usines high-tech, il faut leur envoyer high-tech de l'époque, évidemment c'était beaucoup moins high-tech qu'aujourd'hui, mais il fallait plutôt leur envoyer des machines-outils, des produits intermédiaires qui allaient les aider à se développer et à suivre leur propre chemin de développement. Donc c'est venu un petit peu de ça. Alors là, aujourd'hui, les low-tech, voilà, faut le réintégrer peut-être dans une autre dimension, une autre perspective. Moi, j'aime bien résumer ça en disant d'abord, c'est une question de sobriété. Ça a été dit tout à l'heure sur la question des déchets. Le meilleur déchet, c'est celui qui n'existe pas. Cette règle-là, elle est valable partout. Hein. Le vêtement le plus efficace, c'est celui qu'on n'a pas eu besoin de fabriquer, d'un point de vue environnemental. La voiture la plus efficace, c'est celle qu'on n'a pas eu besoin d'utiliser quand on enfourche son vélo, etc., etc. Donc voilà, d'abord travailler sur le levier de la sobriété, et c'est vraiment sans doute le levier le plus puissant et le plus efficace pour essayer de se réinscrire dans les limites planétaires. Hein. C'est vrai dans tous les domaines, ça peut être de manger moins de viande, etc. Ensuite, on peut se dire l'impact d'essayer de faire en sorte, une fois on va quand même produire des choses, parce que c'est quand même pas mal des fois, on peut faire de la sobriété sur le chauffage de son appartement, mais en condition de s'habiller un peu plus. Donc voilà, on va quand même s'habiller, on ne va pas vivre tout nu comme à l'âge des cavernes. Du coup, comment on fait ça avec l'impact environnemental le plus faible possible? Et puis, il y a une dimension ensuite sur la question de l'autonomie,
de la capacité à maîtriser finalement toute une partie de notre production, même si on ne pourra pas tout maîtriser, mais voilà, la question un peu de l'ancrage dans le local, de circuits courts, de la production locale, et voilà, je pense que c'est cette réflexion qui peut prendre tout son sens évidemment dans les journées euh, enfin, aujourd'hui et les jours précédents, et notamment avec cette question évidemment de la résilience qui nous a un peu frappé. Évidemment, c'est un mot qui commençait déjà à être un peu magique dans les territoires avant la crise sanitaire, et puis évidemment avec la crise sanitaire et avec un certain nombre aujourd'hui d'ailleurs de chaînes de valeur mondialisées dans différents domaines. On peut penser au vélo, à des matériaux de construction ou autres. Eh bien, on s'est aperçu finalement de la fragilité potentielle de ce juste à temps mondial, de ce transport par container et de toutes ces chaînes de sous-traitants et ces usines un petit peu partout dans le monde, qui fait que du coup, à un moment, si tout ça se grippe pour une raison X ou Y, là, ça s'est grippé pour des raisons de crise sanitaire, mais on pourrait imaginer, sans convoquer les 10 plaies d'Égypte, que ça puisse se gripper dans d'autres domaines. Je ne sais pas, des virus informatiques, que sais-je. Voilà, que c'est finalement, plus on en produit pas trop loin de chez nous, et mieux on peut se porter. Et puis, il y a une dernière composante peut-être au low-tech, il ne s'agit pas, encore une fois, de renoncer à tout progrès technologique, c'est plutôt de dire qu'il y a d'autres types d'innovations, que ces innovations, elles peuvent être aussi socio-techniques, à travers les usages, les comportements, alors, voilà, de faire durer les objets, les réparer, les rapiécer peut-être pour les vêtements, ou les revendre, les donner, leur faire vivre toutes ces vies de chat. Oui, ce sont aussi finalement des manières d'évoluer, de faire évoluer la société, qui n'est pas une évolution technologique, mais qui est plutôt une évolution culturelle, sociale, sociétale. On peut imaginer plein de choses autour du zéro déchet, du retour de la consigne, des réparations, des circuits courts. Et là, ça marche aussi dans tous les domaines. Ça ne veut pas dire qu'il faut se passer de tout. Il y a des objets qui sont fort utiles et intéressants, et le fait d'avoir fait de la productivité, c'est formidable la productivité, hein. C'est ce qui a permis cette consommation incroyable et un peu ce gâchis aujourd'hui. Mais la productivité, c'est aussi de la consommation de ressources, de la consommation d'énergie, parce que les machines qui ont permis cette productivité, eh bien, consomment cette énergie et ces ressources. Mais bon, on ne va pas revenir non plus au rouet de Gandhi et à l'attraction animale et je ne sais pas quoi, parce que là, ça va devenir très, très, très difficile. Il va falloir réduire très, 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 très fort la quantité voilà, notre confort ou notre niveau de vie non négociable, disait George Bush. Donc voilà, il faut faire preuve d'un petit peu de techno-discernement et se dire, oui, il y a des endroits où c'est pas mal d'avoir un peu de technologie, c'est pas mal d'avoir un peu de machine, c'est pas mal d'avoir un peu d'automatisme, c'est pas mal d'avoir un peu de commande numérique, parce que ça va permettre quand même finalement de produire une quantité suffisante pour avoir une vie bonne. Alors on peut définir ce que c'est que la vie bonne, hein, chacun a sa définition, mais voilà, sans abattre la consommation comme ça de 90 ou 95%. Et donc, techno-discernement, parce que ça veut dire qu'il y a des endroits où la technologie elle est utile, c'est super à l'hôpital, c'est super sans doute dans la petite usine de confection, je ne sais pas quoi, qui produit, ou des productions de tissus. Et puis il y a d'autres endroits, peut-être on n'a pas besoin de technologie, le réfrigérateur qui fait ses courses tout seul, la domotique super high-tech, les wearables qui suivent votre température pour savoir si tout va bien, c'est peut-être pas très très utile. Donc voilà, il y a cette question aussi qui doit être finalement, voilà, qui n'a pas de réponse absolue, mais qui doit faire partie un peu du débat démocratique. Alors, est-ce qu'on peut, si on vient un peu sur peut-être le sujet qui me semble être le sujet du jour, qui était la question un peu de la relocalisation, donc effectivement, alors je ne sais pas si ça a beaucoup bougé, mais quand j'avais écrit l'âge des low-tech dans les années 2012-2013 par là, c'était très très ce qui était très à la mode, c'était la puissance de ces villes du Zhejiang chinois, vous savez, dans l'hinterland de Shanghai. Donc où il y avait la fameuse ville de Datang avec ses 10 000 entreprises qui produisaient un tiers des chaussettes mondiales, et puis Kiaotou qui produisait 80% des boutons et des fermetures à glissière du monde. Je ne sais pas si ça a changé ou pas, parce que je sais que le capitalisme aime se redéployer parfois assez vite, et qu'aujourd'hui, il y a peut-être des nouveaux pays un peu phares où les normes sociales sont encore inférieures à celles de la Chine, comme je sais pas, la Thaïlande, le Vietnam ou autre. Enfin, donc je ne sais pas si on continue à produire un tiers des chaussettes à Datang, mais en tout cas, voilà, il n'y a aucune raison physique intelligente qui fasse qu'on n'arrive pas à produire nous-mêmes ici
nos chaussettes, nos chemises, nos costumes ou je ne sais pas quoi, nos t-shirts et nos jeans. Donc, par contre, effectivement, je pense qu'il faut pas alors, il faut se dire quand même que on pourra pas tout relocaliser. Enfin, il s'agit pas de tout relocaliser parce que de toute manière, voilà, il y a toute une chaîne de valeur. Et encore une fois, qu'est-ce que ça veut dire, Made in France? Est-ce qu'on parle de la confection? Est-ce qu'on parle du tissu, des teintures, des mordants? Est-ce qu'on parle du fil? Et voilà, et puis, alors, si on remontait jusqu'à la matière première, on arriverait à une usine chimique ou à un champ de coton. Donc, ça serait, voilà, il y a un côté un petit peu illusoire. Donc, c'est plutôt une question de la part du Made in France et voilà, et le fait de plus on a une part proche et locale et plus peut-être on peut encaisser des chocs des chocs de géopolitique mondiale, on va dire, mais ça ne sera jamais complètement 100% Made in France, évidemment. Et de toute façon, ça fait très longtemps, si vous relisez Fernand Braudel et le Moyen-Âge avec les marchands de draps et les foires de champagne, ou l'histoire de la révolution industrielle, voilà, ça fait bien longtemps que le secteur est un peu mondialisé, et donc il va le rester un petit peu quand même. Par contre, je pense que voilà, il y a un vrai intérêt justement à rapprocher le plus possible de production, enfin, cette articulation entre le producteur quelque part et le consommateur. On revient sur cette résilience de mieux maîtriser l'approvisionnement, mais c'est surtout pour moi aussi une question de normes sociales, de normes environnementales. J'ai toujours surpris de découvrir que le Bangladesh est un grand pays de l'industrie du cuir. Bon, voilà, ils n'ont pas de vaches, ils n'ont pas de mordants, ils n'ont pas de teinture. Enfin, tout arrive par container et puis repart par container. Et ce qu'on achète finalement, c'est une norme sociale très basse et puis surtout une norme environnementale aussi pour une industrie quand même très polluante, la teinture du cuir, qui fait que du coup, voilà, on va juste aller exporter les externalités négatives, comme disent les économistes. Et puis, voilà. Donc, effectivement, je pense que c'est l'intérêt du circuit court. Ça marche aussi d'ailleurs pour la production quelque part agricole ou des produits un peu transformés. Enfin, proche de la production agricole, c'est que c'est toujours plus difficile d'empoisonner son voisin ou d'empoisonner la personne que vous regardez droit dans les yeux. Ça, c'est un fondamental un peu anthropologique, quoi. C'est quand même plus compliqué. Ça marche dans plein d'autres domaines, hein. C'est plus facile de tuer des gens à distance en pilotant un drone dans une salle de commande que de le tuer avec un coup de couteau, sans doute. Bon, donc voilà, c'est quand même intéressant parce qu'effectivement, de rapprocher comme ça consommateurs et producteurs, je pense que ça fait partie des mouvements historiques sans doute du futur par rapport aux grands mouvements de globalisation qu'il y a pu avoir à minima, c'est peut-être ces 40-50 dernières années, quoi. Alors, une fois qu'on a dit ça, je pense que ça ne sera quand même pas suffisant pour réinscrire tout un secteur vraiment dans les limites planétaires et qui fasse sa part sur la question du poids environnemental qu'il représente. Alors, je pense que ça, il y a sans doute des gens ont eu l'occasion d'en parler pendant ces quelques jours, mais je pense que voilà, il y a quand même fondamentalement, on peut produire plus de Made in France, c'est super, mais il y a quand même une question d'autres choses à remettre en cause sans doute. La question de la fast fashion, d'une certaine manière, hein, de la quantité, quelque part, qu'on consomme. Alors dans une logique, on peut toujours améliorer le cycle peut-être de recyclage. Voilà, au lieu d'être juste dans le produire, jeter, produire, consommer, jeter, on peut faire du produire, consommer, jeter, essayer de recycler un peu et puis faire je ne sais pas quoi avec, très bien. Le textile n'est pas si mal placé que ça d'ailleurs sur quelque part le recyclage des fibres, mais avec évidemment une grosse perte de qualité qui fait que c'est pas réutilisé pour faire la même chose, évidemment. Mais voilà, il y a quand même un sujet autour de ça. Et est-ce qu'on ne va pas reconvoquer aujourd'hui de la vraie sobriété? Alors, sobriété en donnant le vêtement, voilà, je pense que ça marche effectivement pas trop mal pour les enfants notamment, parce qu'évidemment, ça grandit vite, tout ça. Mais bon, il y a des questions autour de la réparation, de la réutilisation, voilà, le faire durer. Je pense, alors, il ne s'agit pas de récupérer peut-être les vêtements de ses parents une fois qu'ils étaient morts, comme au milieu du Moyen-Âge, mais il y a peut-être un entre-deux à trouver, une modération à trouver autour de ces questions-là. Et sur la question du déchet ou de la quantité jetée, je pense qu'il y a aussi, voilà, produire à la demande, j'entendais, je rebondis là-dessus, il y a aussi peut-être, un peu comme dans une cantine ou dans un restaurant, vous savez, plus vous avez de plats dans une cantine et dans un restaurant, plus il y a des chances que ça ne soit pas super bien préparé d'abord,
mais plus aussi vous risquez de créer du gâchis parce que pour gérer les quantités, c'est moins clair. Donc là aussi, finalement, on pourrait dire dans le secteur, c'est aussi de dire est-ce que la diversité du nombre de couleurs, de formes, de tailles, je ne sais pas quoi, fait que on est comme au menu du restaurant avec 50 plats, mais ça crée aussi du gâchis et des choses à jeter. Donc voilà, il y a des réflexions à avoir aussi sur les matériaux. Enfin, je ne vais pas vous refaire le dessin du fait que un tiers des microplastiques qui rejoignent les océans aujourd'hui viennent évidemment du lavage. Donc, bon, des lois sont en train de passer pour qu'il y ait des filtres à microplastiques euh, derrière les machines à laver. Mais bon, avant que toutes les machines à laver et tout le filtre qui va bien, bon, il va se passer un petit peu de temps. Donc, qu'est-ce qu'on fait autour de ça? Qu'est-ce qu'on fait autour de l'action des couleurs? Il y a des couleurs qui sont finalement plus polluantes que d'autres. C'est pas juste une histoire de choix de matériaux et autres. Donc voilà, très bien vivre le Made in France dans le textile, mais est-ce qu'on ne doit pas aussi en profiter un peu pour remettre en cause le modèle plus profondément et profiter un petit peu voilà, de l'engouement peut-être environnemental qui monte, espérons-le, pour réfléchir encore plus profondément et encore plus en amont à ce qu'on a besoin de produire, d'acheter et de porter. Voilà.